Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle investigation sur la chaîne www.hypnose-enchanté.fr. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Bonjour Patricia. Bonjour Fabrice. Alors après les investigations d'Adam et Ève la semaine dernière, nous allons vous proposer une régression euh, ésotérique selon la méthode de Calogero Grifalzi, avec plaisir parce que vous allez voir que le thème que j'ai choisi est un thème assez particulier. Je pensais connaître quelques détails de la vie de notre personnage que nous allons découvrir, mais très étonné de découvrir sa vie en général, et vous allez voir que son parcours est vraiment rempli de surprises, et je suis très 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 impatient d'aller peut-être, qui sait, de discuter avec sa conscience, qui va nous amener sur d'autres terrains, vous allez voir, assez incroyables. Bref, voilà, vous ne connaissez pas le sujet, bien évidemment, Patricia. Comme d'habitude, rien du tout. Comme d'habitude, très bien. Alors, je vais vous inviter à vous mettre dans cet état, et pendant que vous êtes en train de vous mettre dans cet état, je rappelle encore une fois que vous pouvez liker, bien sûr, nos vidéos, qui sont là juste faites pour vous apporter une certaine approche de l'hypnose régressive, ésotérique, pourquoi pas, mais régression en tout cas pour vous permettre de mieux connaître et d'aller un petit peu dans les méandres de nos consciences, existantes ou non, passées, futures, présentes. Et donc ça nous permet d'avoir un certain recul. Prenez toujours ce recul, bien sûr, avec ce que vous entendez, n'en voulez pas trop à la conscience de Patricia ou à Patricia directement, parce que voilà, elle se met dans un état de réception et elle livre l'information telle qu'elle, sans filtre. Voilà, donc pour ce faire, c'est pour ça que je suis toujours avec beaucoup d'humour en train de titiller la conscience pour bien voir ce qu'elle nous raconte, si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est l'imagination de Patricia qui interfère éventuellement ou qui viendrait polluer, voilà, l'information que nous recevons. Voilà, ces informations et ces indications étant faites, ces mises au clair, nous allons pouvoir commencer cette nouvelle investigation très, très, très intrigante. Vous allez voir. Allez, vous fermez les yeux, vous allez prendre une grande respiration, et à 3, vous allez pouvoir plonger dans cet état de bien-être très, très profond. Et nous allons dans quelques instants nous projeter dans la vie d'un personnage haut en couleur, c'est le cas de le dire, puisqu'il a peint la plupart du temps des tableaux qui sillonnent peut-être votre existence ou qui ont partagé un moment de votre vie. Il s'agit du peintre Paul Gauguin. Et nous allons nous concentrer sur les quelques années de son adolescence au niveau de Paris lorsqu'il était âgé d'une quinzaine d'années dans les années 1870 à peu près. Et en 1870, on va se connecter à cette période. Et votre cerveau, Patricia, lâche et ferme votre corps mental, émotionnel, et on se connecte à la période de 1870, comme si vous étiez sur les lieux à cette époque. 1, 2 et 3. Dites-moi ce que vous voyez, nous sommes en 1870 à peu près dans ces années-là. Paul Gauguin a à peine 15, 16, 17 ans. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Euh, Une rue pavée et ça sent la bougie. Mhm. Hum, Quelqu'un, une hirondelle, un homme en vélo a allumé les réverbères. D'accord, ok. Et Paul Gauguin a à peine 22 ans. On est en 70, en 1870, et on va se connecter juste à cette période. Et vous imaginez un petit peu, tout en le regardant, avant éventuellement qu'on parle avec lui, et on va imaginer la vie qu'il avait tout autour de lui dans cette année 1870. On est à Paris. Oui, Mhm. et euh,
le Sacré-Cœur. Il y a le Sacré-Cœur dans son champ de vision. D'accord, ok. Alors on dit que Paul Gauguin, étant jeune, a été appelé à apprendre à jouer d'un instrument suite à ses études qu'il a faites à Orléans. Vous confirmez ça? Un, un violoncelle. Violoncelle? Et pas un accordéon? Moi, D'accord, je vois un violoncelle. d'accord. Alors ce qui est incroyable, pourquoi aujourd'hui s'intéresser à la vie de Paul Gauguin, c'est qu'il a eu une vie assez trépidante et assez incroyable. Et dites-moi si déjà à l'âge de 20 ans, 22 ans, il était attiré par la peinture ou pas? Par la poterie, Mhm, par la terre. mhm. La poterie, surtout la poterie, la sculpture. D'accord, ok. On remarquera d'ailleurs qu'il avait fait une exposition plus tard dans sa vie. Il avait fait de la céramique, etc. On en parlera. Parlez-moi de ses études à Orléans. Euh, les études Qu'est-ce qu'il fait comme études? il hésitait entre la médecine et le journalisme. Mhm, C'est la médecine qui l'a emporté. mhm. Alors, ce qui est incroyable, c'est que il a fait des dizaines et des dizaines de jobs. En l'occurrence, il a été agent de change à la Bourse de Paris. Comment il est passé de médecine? Il préférait sculpter les corps, peindre les corps que de les soigner. Il peignait donc déjà? Des esquisses au fusain. D'accord. Vers les années 1850 maintenant, on va se projeter en 1850 où il épouse Mette Sophie Gad, une Hongroise de mémoire, je crois, avec laquelle il a eu 5 enfants. Un, deux et trois. Comment il est dans sa vie là? Insatisfait. Mhm. Manque de d'aventure, de côté casanier, l'ennui. Mhm. Et sa femme n'est pas hongroise, elle est danoise exactement. Quels sont les rapports avec son épouse? Mette Sophie Gad. Au début, c'était sa muse. Mhm. Après, la mère de ses enfants. C'est tout. Mhm, d'accord. Alors, il va rencontrer un gars incroyable, il s'appelle Gustave Arosa, un homme d'affaires des impressionnistes en 1874. Et j'aimerais bien parler avec la conscience de cet homme, puisqu'il va être à la base de pas mal de choses. Il y a trois, on se connecte à la conscience de cet homme, Gustave Arosa. Un, deux et trois. Monsieur Arosa? Arosa? Monsieur Arosa, Oui, bonjour. bonjour. C'est vous qui êtes à la base de cet amour pour la peinture par rapport à Paul Gauguin? Je,
lui ai offert ses premiers tubes de peinture, une peinture spéciale, différente. Vous étiez amateur d'art. Quel peintre vous aimiez à cette époque, en 1874? Quel était le peintre qui était à la mode, qu'il fallait absolument avoir dans sa galerie? Monsieur Rosa? Oui. Quel peintre? Alors, Gauguin a fait plein de boulot. Il a incroyablement fait plein de travail. Il a rencontré en 82 Camille Pissarro. Il va abandonner son emploi de courtier suite à la conjoncture de l'époque pour se consacrer à la peinture. Et vous pensez que le goût que vous lui avez donné à l'art est parti de là? Parce qu'il n'avait pas beaucoup peint avant. Il avait fait plein de boulots, il a été coursier, il a fait des études. La question, c'est est-ce que je suis son mentor? La question, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce goût que vous avez donné de l'art à Paul Gauguin? Vous l'avez suivi par la suite. Vous avez vu son évolution. Ça vous étonnait de voir qu'il avait réussi dans la peinture, qu'il excellait dans les toiles? Non, c'était un surdoué dans tout ce qu'il faisait. Mhm, Donc le côté impressionniste, mhm. le D'accord. côté moderne de ses œuvres ne pouvait que marcher. Mhm. Donc c'était un bon investissement. Mhm. Alors après, suite à tout ça, il abandonne tout, il quitte, il part sur Copenhague avec sa femme, les enfants. Et là, il abandonne la peinture, encore une fois, pour devenir représentant en toile goudronnée. C'est incroyable quand même. Et là, la belle famille ne supporte pas sa vie de bohème et elle décide de lui demander de revoir sa copie, en fait, de trouver un boulot. Et c'est là qu'il part en Bretagne, du côté de Pont-Aven. Pont-Aven, exactement. Vous n'étiez plus en contact avec lui à cette époque? Non, Non. je ai perdu de vue après son énième changement. Mhm. D'accord. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, merci pour être intervenu, puisque vous étiez quand même le tuteur, son tuteur. Ça voulait dire quoi être son tuteur à cette époque? Son mentor, celui qui le cueillait, si vous préférez, D'accord. qui avait parié sur sa carrière, Mm. d'où l'investissement. Ok, très bien. Bon, bah, écoutez, merci. Je vais me reconnecter à Patricia à 3 et on vous laisse tranquillement. Merci en tout cas pour cette intervention. Et à 3, on se reconnecte à Patricia. Un, 2 et 3. Patricia, ça va? Oui, oui, Je voudrais qu'on essaye de se connecter à la conscience supérieure de Paul Gauguin. Et à 3, vous lui demandez l'autorisation. Un, 2 et 3. Demandez-lui l'autorisation si on peut parler avec lui. Allez, on se connecte à Paul Gauguin. Il est à Pont-Aven, en Bretagne. Maintenant. Un, 2 et 3. Monsieur Gauguin? oui.
Vous allez bien? Ah oui, Quelle vie incroyable. trépidante. Eh oui. Mais alors, vous avez pas mal bourlingué parce que au moment de vos études jusqu'au passage à la rencontre avec votre tuteur, Gustave Arosa, qu'est-ce que vous en tirez de ce tuteur, de cet homme d'affaires qui vous a fait découvrir l'art moderne ou la peinture en général? C'est un passage, je me cherchais, Mmh. mais après avoir exploré beaucoup de choses, c'est la peinture qui m'a apporté le plus de satisfaction personnelle et professionnelle. La peinture est venue tardivement, en fait, c'est marrant que vous ayez fait tous ces petits boulots-là. Vous êtes intéressé à la finance, vous êtes allé jusqu'à, je le disais tout à l'heure, aller travailler sur des toitures, enfin des toitures en goudron. Euh, Pourquoi avoir à chaque fois laissé tomber la peinture? Il fallait nourrir sa famille? Oui, mais c'est j'avais besoin de travailler avec mes mains, de ressentir les choses Mhm. pour l'expérience, pour la connaissance, Mhm. acquérir la connaissance. Et donc là, vous avez quitté Copenhague parce que la belle famille n'était pas contente, parce que vous étiez mauvais dans ce domaine de la vente, et vous atterrissez en Bretagne, à Pont-Aven, à Pont-Aven, pardon. Pourquoi Pont-Aven? Parce que j'ai le coup de foudre pour les volets bleus. Mhm. Ah, d'accord. C'est les hortensias et les volets qui me donnent envie de me sédentariser. D'accord. Et là, vous quittez provisoirement la Bretagne et vous filez à Paris et vous rencontrez euh, Vincent Van Gogh. Parlez-moi de cette rencontre. Son, son amour pour la peinture, sa folie a été contagieuse. Plus qu'un mentor, c'est un ami, un enchanteur, Mhm. créateur, innovant, dynamique, ce que je n'ai pas su être tout de D'accord. suite. Mhm. Et ensuite, alors là, c'est encore incroyable, vous quittez Paris, vous partez pour le Panama avec un peintre, Charles Laval, et avec lui, alors ça se passait tellement mal que vous êtes parti pour la Martinique. Racontez-nous. Pourquoi ces va-et-vient, ces changements? Vous cherchez quoi finalement? D'où je venais, je cherchais mes petits baluchons. Mais parce qu'au Panama, qu'est-ce que vous faisiez au Panama? Vous faisiez pas la peinture, hein. Vous travailliez, vous vous souvenez peut-être, au percement du canal. On est loin de la peinture. Vous êtes avec Charles Laval, vous êtes peintre, vous réussissez à réunir assez d'argent pour partir ensuite à la Martinique. Et c'est là que vous aviez découvert d'ailleurs lors d'une escale. Je Je vous cherchais, apprends quelque chose? je cherchais mes petites graines, Les petites graines.
hein, que vous avez récupéré du Panama? De partout. Mhm, d'accord. Bon, vous voilà parti à la Martinique, hein, et puis après un séjour à l'île de Taboga, vous avez rejoint la Martinique et vous restez et vous vivez dans des conditions très précaires. De juin à octobre 1887, parlez-moi un petit peu de cette période-là. C'était si dur que ça, la Martinique? Hum, c'est c'est pas comme on peut le penser à cette époque-là. Et mœurs n'avaient pas si évolué. On était encore dans la colonisation, quoi qu'on en dise, Alors, dans les livres aujourd'hui. mhm. Vous avez fait une déclaration à cette époque. Vous disiez l'expérience que j'ai faite de la Martinique a été décisive. Et là seulement, je me suis senti vraiment moi-même. Et c'est dans ce que j'ai rapporté qu'il faut me chercher si on veut savoir qui je suis plus encore que dans mes œuvres de Bretagne. Vous avez dit ça à Charles Maurice en 1891. En fait, c'est de là que tout est parti, peut-être? Ou avant, quand vous avez, de mémoire, vous avez fait une quarantaine de tableaux quand vous étiez, quand vous aviez peint à Rouen, avant de partir à Copenhague, histoire de manger. Une quarantaine de toiles. C'est mon expérience, mes bagages, Mhm. ma connaissance que j'ai semée comme mes petites graines. Mhm. Et là, vous êtes touché d'une maladie, vous êtes malade de dysenterie et du paludisme. Et sans ressources, vous regagnez la métropole en 1887. Laval, lui, reste là-bas, il prolonge son séjour jusqu'en 88. Parlez-moi un petit peu de cette maladie qui va avoir des conséquences. Ben, comment je l'ai attrapé? Oui, mhm. Vous êtes revenu à Paris, puis après vous avez rejoint la Bretagne. C'était important la Bretagne pour vous? Pourquoi? Vous avez fait des toiles incroyables, hein, la vision, les toiles que vous avez faites, qui a été exposée à la Galerie nationale d'Écosse à Édimbourg. C'est la source de la connaissance, la Bretagne. Quelle était la plus belle toile que vous ayez pu peindre qui représentait pour vous la Bretagne? Mm. Maison. Hmm. Ma maison avec ses fleurs et Vous ses dessinez aussi beaucoup pierres. les femmes. La belle Angèle, ça vous dit quelque chose? C'est drôle parce que c'est autre chose que je vois. Qu'est-ce que vous voyez? J'ai une autre vision qui se super, superpose Hmm. à ce que vous me dites. Laquelle? Celle d'une vie plus récente Mhm. Et et
la conscience qui me parle, c'est celle de Paul Gauguin? Oui, Mhm. et d'autres plus anciennes. Hum, Vous avez immortalisé La Belle Angèle, c'est une toile. Euh, c'est une aubergiste bretonne, Marie-Angélique Satre. Et elle fut immortalisée en 1889. Et cette œuvre, Belle Angèle, est maintenant au musée d'Orsay. Quel a été l'influenceur pour vous en termes de peinture, pour tous les les amoureux de la peinture en général, qui ont visité et découvert vos œuvres? Quel a été votre influenceur à cette époque? Un, un peintre pas très connu à l'époque, Vlaminck, Il n'est pas vraiment. connu à l'époque Mhm. des Français, Vlaminck. Et là, Hein? j'ai pas compris ce que vous avez dit. Vlaminck, il s'appelle Vlaminck. Mhm. Émile Bernard a été un influenceur pour vous? Émile Bernard? Émile Bernard. Non. C'est pas, c'est pas important, ça. Mhm. Mhm. D'accord. Cette année, précisément en 89, vous avez aussi peint la vision après le sermon, appelée aussi la lutte de Jacob avec l'ange. C'est vous qui avez peint ça? Ça va influencer des noms comme Pablo Picasso, Henri Matisse, Edvard Munch. Comment vous avez peint cette toile? Comment On la voit des, source, on voit des Bretonnes avec leurs coiffes qui sont en train de prier devant un arbre. c'est un souvenir d'une vie passée, Mhm. mélangé à des souvenirs, Mhm. à, à ma vie du moment. C'est le mysticisme et croyance qui s'installe dans ma vie. Mhm. D'accord. Et ensuite, vous avez encore changé d'orientation, vous avez continué votre chemin, vous êtes remonté sur Paris, et puis après, vous avez, pareil, faute de moyens, vous livrez des toiles en guise de dette, vous payez vos dettes avec des toiles. Et pour vous, c'est une véritable définition une démarche de payer avec ces toiles. Vous êtes conscient à cette époque de la valeur de ce que vous faites, de ce que Non, vous créez, de dessiner, de payer plutôt, non? non, c'est ce que je fais est normal. D'accord. C'est, c'est une partie de moi. Mhm. Vous avez peint aussi un Christ jaune. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Vous étiez inspiré d'une sculpture, la chapelle de Trémalo, près de Pont-Aven, Aven. C'est une représentation d'une illumination, d'un, de,
un signal que j'ai reçu, une vision, Mhm. une révélation. Mhm. Alors, toujours dans vos périples, Gauguin, vous rejoignez Vincent Van Gogh, vous l'aviez quitté, et il vous a invité à venir à Arles, dans le sud de la France, en 1888. Et grâce à son frère, euh, Théodorus, vous découvrez les estampes japonaises à travers Vincent Van Gogh. Alors qu'ils passent ensemble, vous avez passé ensemble plus de 2 mois, d'octobre à décembre, à peindre. Parlez-nous de ces 2 mois où vous avez, avec Vincent Van Gogh, peint toutes ces toiles à travers ces estampes japonaises. On a surtout beaucoup bu. Mhm. Mais il en résulte des sacrées peintures, hein. Vous avez peint la série des Alice Camps, des portraits, des paysages, des natures mortes. Je n'ai pas encore trouvé à ce moment-là la vraie inspiration. Je Alors, la cherche toujours. ouais, vous me parliez de boissons. Il y a un truc qui est incroyable que j'ai découvert. Vous pouvez me confirmer si c'est vrai? D'après les écrits, d'après ce qui en résulte aujourd'hui sur vous et Van Gogh, vous étiez très, très, très sensibles tous les deux et vous avez connu à cette période même des moments de dépression très fortes. On dit que vous et Van Gogh allez tenter de se suicider. C'est délirium très mince qui peut amener des idées suicidaires. C'est l'alcool? Oui. Oui. Euh, la- le non-aboutissement de nos quêtes était palpable. Et ce qui est incroyable, c'est que vous étiez rapprochés par un intérêt commun pour la couleur. Et pourtant, vous êtes rentrés en conflit personnel et artistiquement. Et ce conflit culmine quand Gauguin, en l'occurrence vous, va peindre Van Gogh, qui, peignant ses tournesols, portrait dont Van Gogh dira: c'est bien moi, mais devenu fou. Et votre cohabitation tourne mal et se termine sur le fameux épisode de l'oreille coupée de Van Gogh, le 23 décembre 1888. Vous avez arrêté, vous n'étiez plus, Assagine, hmm, vous n'étiez plus amis après? Pourquoi vous non, êtes entré dans cet état? parce que le- l'alcool, pour pas dire l'absinthe rend fou, Mhm. et que le seuil de non-retour avait été franchi. Je n'obtenais plus le plaisir de rire, de vivre même. Mhm. Quel était Je n'ai ouais. rarement gardé ce- cette motivation pour un lieu, pour une âme, pour une vie. C'était une expérience que j'ai voulu vivre. D'accord. En 1891, vous êtes ruiné, vous habitez toujours à Paris, à l'hôtel Delambre, au numéro 35 de la rue du même nom, dans le 14e arrondissement, et inspiré par l'œuvre de Jacques-Antoine Morin-Haute. Et grâce à une vente de ses œuvres dont le succès est assuré par 2 articles enthousiastes d'Octave Mirbeau, vous embarquez pour la Polynésie et vous vous installez à Tahiti. Pourquoi Tahiti? Pour ses odeurs, Mhm. sa cuisine, sa vie paradisiaque. C'est là que vous allez peindre le portrait de Suzanne Bambridge.
vous espérez fuir la civilisation occidentale. Vous en supportiez, vous la supportiez plus, cette civilisation-là? Non, cette vie-là n'était pas celle que j'imaginais. Mhm. J'avais besoin de repos, de futilité, Et qu'est-ce qui a fait que de Tahiti, de vous êtes parti sur... non-responsabilité. Mhm. Oui, vous supportiez plus de toute manière ces conditions. Et vous estimiez qu'elles étaient artificielles et conventionnelles. Euh, et de Tahiti, vous êtes parti à l'île de Ivaoa, dans l'archipel des Marquises. Et vous rentriez une seule fois en métropole. Pourquoi l'île de Ivaoa? Pour le chant des oiseaux, Mhm. pour cette douceur qui m'a rappelé ma, ma femme et mes enfants. Mhm. Tiens, en parlant de femmes et enfants, à cette époque, vous aviez toujours des liens avec vos enfants? Vous les avez laissés après Copenhague? Faute de pouvoir les assumer, vous êtes parti. Que sont-ils devenus? Je les ai abandonnés Mhm. et je ne sais pas ce qu'ils sont Mhm. devenus. D'accord. Alors, on reste dans les tropiques, mais influencé par cet environnement et la culture polynésienne. Euh, Votre œuvre gagne en force et là, vous réalisez des sculptures sur bois. On en parlait tout à l'heure. Quand vous étiez jeune, ça vous intéressait. Et vous allez peindre vos plus beaux tableaux, notamment l'œuvre majeure aujourd'hui qui est au musée d'art de Boston. D'où venez-vous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Etc. Que vous considérez vous-même d'ailleurs comme votre testament pictural. Ça vous parle, ça? C'est le résumé de ma vie. Mhm. C'est ma quête du Graal. Alors, vous êtes un homme qui aimait les femmes. J'en avais qu'une dans la tête. Ben oui, mais ça ne vous a pas empêché ensuite de faire la connaissance de Tea Hamana, appelée aussi Teura. Teura, une jeune fille native de Rarotonga, dans les îles Cook, à l'ouest de la Polynésie française. Et là, c'est une nouvelle histoire, hein. Elle est âgée à peine de 13 ans. Et elle devient votre modèle. Alors que vous, vous êtes âgé de 43 ans. Et vous entamez une relation avec elle. Une belle histoire? Oui, mais Vous avez fait 70 toiles en quelques mois. 70, c'est pas peu, hein. Il faut avoir envie de peindre et d'aimer. Quand on aime, on peint. ouais. Alors, vous avez aussi des années de bonheur, bien sûr, des soucis administratifs. La mort de votre fille Aileen en 1897. Votre préféré, c'était votre préféré, Aileen? Ouais. Vous me disiez que vous n'aviez plus de lien avec. C'est pas et pas de lien, mais j'ai toujours gardé un œil sur eux, bien que la communication soit rompue. Mhm. Alors, vous avez subi une agression, des ennuis de santé suite à une agression, une blessure à la jambe, qui ne va pas guérir depuis 1894. Et ça va commencer à miner votre santé. C'est ça qui a été le début de...
La Ça vous a gangrène. miné tant que vous aviez envie, et vous avez même tenté de vous suicider. On ne savait pas ça. Pourquoi vouloir se suicider? Pour oublier la douleur. Vous avez même... La, Ouais. l'alcool. Même l'alcool ne suffisait pas à cacher la douleur. Vous avez même été obligé de vendre vos toiles pour acheter de la morphine et de l'arsenic qui calme les plaies de la jambe. Qu'est-ce que vous aviez à la jambe comme douleur, comme blessure? Un petite coupure rouillée, grosse coupure rouillée qui s'est transformée en gangrène. Mhm. C'est suite à une chute. Mhm. Et ça a empiré. Donc là, vous allez contracter également une syphilis peu avant votre départ. Euh, Ça ne va pas faciliter les choses, tout ça. Hmm. Dans Non, vos tableaux, d'ailleurs, les figures tahitiennes sont très présentes suite à ce passage. Il y a comme une sorte de mélancolie qui s'échappe autour d'une situation. Les personnages ont des regards absents avec des attitudes dont se dégage une certaine douceur. Ça ne va plus vous quitter, ça? La plupart des tableaux de cette époque sont des scènes de la vie de tous les jours. Alors, vous revenez à Paris en 1893 et vous n'êtes pas bien reçu. Pourquoi? parce que je devais de l'argent. Mhm. Mais Mais ça vous met pas que, en... que ma réputation m'a précédé. D'accord. La drogue, l'alcool, les femmes, ma vie de... Ah oui, parce que là, vous vous mettez en ménage avec Anna la javanaise, grâce à Ambroise Vollard, qui est un marchand d'art galériste, oui, éditeur et écrivain français d'ailleurs. Euh, Ça va, vous aimez la vie, hein? Je Et puis, de Paris, vous me, repartez à Pont-Aven. me suis cherchée alors que Hum, la source était dans mes premières années hum, de vie hum, et j'ai tout perdu. hum. Et là, vous repartez donc à Pont-Aven. Vous avez un tibia brisé lors d'une altercation encore à Concarneau le 25 mai 1894, euh, à cause du fait que vous boitiez et de votre calme, de vos douleurs. Et vous repartez seul le 3 juillet 1895 pour Tahiti. Et vous vous mettez en ménage avec Pouura, 14 ans. Et là encore, vous allez peindre, vous allez vous alcooliser, vous allez vous aigrir, et puis surtout contre tous les protestants et les Chinois. Et vous allez même écrire quatre caricatures dans les petits journaux éphémères, entre autres La Souris d'ailleurs. Le Sourire, un journal très sérieux. Et vous êtes embauché par le maire de Papeete, François Cardella, par le mensuel Les Guêpes, pour le mensuel Les Guêpes. Donc vous continuez la peinture et vous devenez journaliste jusqu'au départ du gouverneur, Gustave Gallet, combattu par le parti catholique. Quelle épopée, quelle évolution, quel changement, quelle vie amoureuse. Pourquoi vous remettez? Vous n'aimiez pas être seul? Vous aviez peur de la solitude? Ouais, c'est pourtant comme ça que j'ai fini. Et là, vous décidez enfin de partir pour les Marquises et vous débarquez le 16 septembre 1901 afin de retrouver l'inspiration. Et arrivé à Atuona, sur l'île de Ivaoa, vous faites la connaissance de l'infirmier du dispensaire, l'anamite déporté King Dong entre 1875 et 1929. Et alors c'est incroyable parce que
euh, à ce moment-là, vous allez effectivement, ils vont vous vendre un terrain, parce qu'on va rentrer dans une polémique incroyable, une série de procédures dont vous allez vraiment souffrir, puisqu'ils vont vous vendre un terrain marécageux sur lequel vous allez construire votre maison sur pilotis. Vous pouvez nous en parler? C'est les moustiques encore, les maladies, Hmm. Comment vous l'avez, typhus. ouais. Comment vous l'avez baptisée, cette maison? C'était une provocation, hein, quelque part, aussi. Plus. Comment vous l'avez baptisée? Vous étiez bien dans cette maison? Et trop de moustiques. Hmm. C'était la maison du jouir. Alors, quelle provocation. Hein, vous pensiez que vous étiez au paradis. Vous avez vite déchanté en vous rendant compte, et en vous rendant compte des abus de l'administration coloniale qui, en essayant de se battre. Alors là, c'est incroyable. Allez, rebelote. Changement de situation. Du peintre, vous devenez presque un avocat, un défendeur des droits des indigènes. Vous refusez notamment de payer les impôts et vous incitez les marquisiens à en faire de même. Et là, vous essayez sans succès de posséder une plantation et de devenir juge de paix. On est loin du peintre. Hein. Pourquoi cette envie de devenir juge de paix? Pour satisfaire mes envies personnelles de Ah, grandeur. nous y voilà. Nous y voilà. Dès votre arrivée aux Marquises, vous vous enlevez à l'école catholique avec l'accord du chef du petit village, Marie-Rose Vaeo, de 1887 à 1914, est âgée de 13 ans. Et vous, vous en avez 39. Hein. 39 ans plus jeune que vous. Et qui va devenir votre va-iné. Eh bien, dis donc. Elle est enceinte et elle est envoyée dans son village pour accoucher de votre fille, Tikao Mata. Et le peintre, vous, voulant se moquer de l'évêque, la remplace par Henriette, une élève de l'école des sœurs et épouse du servant de messe. Mais vous êtes un chaud lapin. C'est comme ça qu'on disait à l'époque? Non, un séducteur. Un séducteur. Bon, tout ça enchaîne et procès sur procès. Le 31 mars 1903, vous êtes condamné à 500 francs d'amende et 3 mois de prison ferme pour diffamation envers un brigadier de gendarmerie. Ambroise Vollard, avec lequel vous êtes sous contrat, verse des mensualités de 300 francs et vous lui fournissez gratuitement toiles et couleurs contre un minimum de 25 tableaux par an. 25 tableaux par an. Essentiellement des natures mortes dont euh, le marchand a été fixé à 200 francs. Vous aviez vraiment ce besoin? Aucun argent? Non, Vous saviez que vous aviez la possibilité de faire des toiles et de vivre avec? si j'avais su ce qu'elles peuvent valoir aujourd'hui, Mhm. ma vie n'aurait pas été différente. Vous auriez fait la même chose si vous aviez pu refaire quelque chose ou vous n'auriez jamais peint? Vous êtes contente des peintures, des toiles que vous avez produites? La vraie perfection, peut-être pour le dernier, mais Mhm. je ne l'ai jamais atteinte. Ma soif d'aventure n'a jamais été Mhm. satisfaite. Affaibli par la blessure à la jambe qui s'est transformée en eczéma purulent, très douloureux. Fatigué de lutter, rongé par la syphilis, vous êtes mort le 8 mai 1903, en artiste maudit dans une misérable case.
Vous êtes enterré dans le cimetière d'Atuona, où la tombe d'ailleurs de Jacques Brel viendra côtoyer la vôtre, 75 ans et demi plus tard. Vous laissez derrière vous quelle réputation, Paul Gauguin? D'un seul coup. C'est le moins qu'on puisse dire, si on en croit les écrits. Pourquoi vous estimez que vous êtes un sale con? Parce que je voulais le monde, alors que j'avais déjà tout. J'étais un éternel insatisfait de la vie. En tout cas, après votre mort, auprès des Polynésiens en général, et des Marquisiens en particulier, cette mauvaise impression laisse un sentiment d'une impression d'avoir eu affaire à un homme qui s'est servi des Polynésiens, surtout des femmes, comme si cela était un dû. Vous confirmez par ce que vous pensez de vous, mais aussi après de certains colons, l'évêque, l'administration, les gendarmes, avec qui vous avez eu des démêlés incessants. Vos tableaux sont vendus à un prix dérisoire. Beaucoup de sculptures sont détruites après tout ça. C'est dommage parce qu'il y a eu beaucoup de toiles détruites à l'issue de votre mort. Oui, mais pas l'essentiel. Mhm. Et bien d'autres ont été gardés précieusement dans le secret. Bon, malgré la mauvaise réputation que vous avez, vous laissez quand même, vous laissez derrière vous une histoire incroyable. Et celle qu'on a pu découvrir au travers de votre périple, vos emplois. On n'aurait pas imaginé un instant que vous puissiez être aussi proche de peintres comme Van Gogh ou comme d'autres, qui ont influencé peut-être aussi Picasso. Mais ces voyages, ces allers-retours, ces fragilités aussi. Quelle est votre toile la plus, celle que vous chérissez le plus? Celle où j'ai peint ma vainée de profil avec la fleur de Ah, tirer dans d'accord. les cheveux. D'accord. Ça, c'est celle que vous aimez le plus? Ouais, elle est ma simplicité. D'accord. Et qu'est-ce que vous retiendrez de cette vie sur cette terre par rapport à cette vie amoureuse, tumultueuse, toutes ces femmes? Que je n'ai jamais comblé ma solitude. Mhm. Que j'ai cherché ce que je n'ai jamais trouvé. C'est vous qui avez demandé à être enterré aux Marquises, après tout ce que vous avez fait, ou ça a été imposé? Ils m'ont enterré où ils ont voulu. Ce n'était pas un choix. Je n'avais pas plus que ça Que vous soyez enterré aux Marquises ou de... ailleurs, et pourquoi pas en Bretagne? Parce que c'est mon plus grand regret. Mhm. Donc Cette aujourd'hui, oui, maison au volet bleu. d'accord. Et Marquise, vous avez un voisin? Jacques Brel, vous ne connaissez pas? Non. D'accord. Ça fera partie de la prochaine investigation que nous ferons. Nous irons comprendre la vie incroyable de ce chanteur, de cet être. Vous vous êtes réincarné depuis? Oui. Ah bon? C'est peut-être ce que vous faisiez allusion. Vous êtes réincarné, vous vivez aujourd'hui en 2021? D'une façon différente, oui. Vous êtes quoi, peintre? Vous peignez?
Non? Non, Qu'est-ce que vous faites dans la vie? j'étais artiste aussi. Ah bon? Vous faisiez quoi? Vous faites quoi? Vous faisiez parce que vous n'êtes plus? Si, Qu'est-ce que vous faites comme dans le domaine artistique? Vous chantez, vous dansez, je chantais. vous chantez, vous chantiez, vous ne chantez plus, vous ne chantez plus. Non? Vous étiez connu? Vous êtes connu? Si on veut, oui, à ma façon. D'accord. Vous avez un nom d'artiste? Oui, Et quel est ce nom d'artiste? je ne souhaite pas en parler. Bah, pourquoi? Ce que vous chantez, c'est quelque chose de si dur que ça, ou si violent que ça? Ou c'est parce que vous voulez pas qu'on sache que Paul Gauguin s'est réincarné sous les traits d'un chanteur connu? Je ne veux pas qu'on associe ma vie passée à ma vie d'aujourd'hui. D'accord, OK. Bon, je respecte. Très bien, je ne vous en dirai pas plus. Je ne vous en demanderai pas plus. Très bien. Eh bien, écoutez, merci en tout cas. Est-ce que aujourd'hui vous avez, par rapport à tout ce que vous avez vécu, gardé une chose essentielle? La chose la plus essentielle que vous avez pu garder dans la vie que vous avez eue, aussi incroyable soit-elle? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? La bêtise humaine, l'incompréhension? La quête de la perfection, Mmh. parce que je ne l'ai jamais atteinte et j'ai perdu ce qui était le plus vital à mes D'accord, yeux. La quête de l'éternelle jeunesse a été la plus grosse erreur de ma vie. d'accord. Et enfin, la dernière question que je pourrais vous poser, en tant que néophyte que je suis, quelle est la couleur que vous préférez? Le jaune. Le jaune. OK, très bien. Merci monsieur Paul Gauguin de nous avoir donné toutes ces informations et d'avoir pu découvrir votre vie. Ça vous gêne qu'on ait découvert votre existence et de tous ces périples, ces voyages, ces femmes, ces conquêtes, ces mariages? Vous regrettez Mmh. qu'on pense ça de vous ou pas? Vous êtes parti avec ce regret, avec cette idée que les gens vous aviez une mauvaise réputation? Non, ça, la considération des gens m'était indifférent. Mmh. Vous Je- les preniez de haut? Vous n'aviez aucune considération pour les gens? Aucune empathie? Non, Moi, ça mérite d'être clair. oui, Pour qui voilà, vous aviez pour qui vous aviez de l'empathie? la première femme. D'accord. Eh bien, C'est peut-être mon plus grand regret, d'accord, et pas de remords. d'accord, d'accord. Et depuis votre mort, depuis votre mort en 1903, voilà, c'est une nouvelle réincarnation. Vous avez quel âge dans cette nouvelle vie, aujourd'hui? 68 ans. Ah d'accord, OK. Bon, ben très bien. Vous dites à Patricia quel est le nom
de l'artiste connu. Comme ça restera entre nous. Vous pouvez faire ça? Non. Allez, Monsieur Gauguin, entre artistes, ça restera entre nous. Faites plus partie à passer l'information. Vous voulez bien faire ça? J'ai une parole et je la tiens. D'accord? D'accord. Merci. On vous laisse tranquille. À bientôt et puis au plaisir qui sait de vous rencontrer dans cette vie ici en 2021. À bientôt. On va se déconnecter de vous, vous laissant tranquillement reposer et puis on va se reconnecter à Patricia maintenant. 1, 2 et 3. Déconnecte Patricia, déconnectez. Voilà. Ça va? Qu'est-ce que ça veut dire? C'était difficile? Il y a trop, trop d'images, trop de souvenirs, trop d'odeurs, de, de goût. Ça s'en mêlait de tous les côtés, comme un immense puzzle où il y a des trous, il y a des mensonges, où il s'est menti à lui-même. Il vous a donné le nom du chanteur. Vous l'avez reçu. Oui, mais Gardez-le pour vous. il a dit qu'il avait juste menti sur son âge. D'accord, mais gardez-le pour vous, vous me le direz hors antenne. On va respecter notre parole, d'accord? Oui. Bon, allez, on va revenir ici et maintenant, en réintégrant votre corps, en réintégrant mon corps physique et notre corps éthérique. On va réorchestrer tout ça, monter nos fréquences et tranquillement jusqu'au sommet du crâne avec le 2 et avec un super sourire avec le 3. On ouvre les yeux. Déconnecté de tous et de tous. Voilà, super, déconnecté. Ça va? Oui. Bon, alors, le retour, c'était lourd, chargé. Oui. Oui. Il y a beaucoup d'images, beaucoup de Mmh. souvenirs pas forcément agréables à voir, Mmh. ni Est-ce à que c'était sentir. parce que je livrais beaucoup d'informations? Oui. Trop d'informations? Oui. Mmh. C'était écrasant de souvenirs. Mmh. Mais le sentiment que j'ai pu déceler chez lui, c'est une tristesse incroyable. Mmh. Est-ce que les informations que je distillais, que je donnais, empêchaient la conscience de s'exprimer? Il y a des informations qui n'étaient pas vraies, Mmh. des informations qu'il a données de son vivant qui n'étaient pas vraies. Mmh. Lesquelles, par exemple? Et je n'en ai pas le Mmh. souvenir. Vous ne vous souvenez plus, vous? C'était très désagréable dans certains cas, donc Et le fait qu'il pensait qu'il était un vrai con? mais c'était vrai. Ça, bon, très bien. OK. Eh bien, écoutez, super. On ira sur une autre investigation plus tard, mais c'était intéressant ce voyage, c'était assez amusant. Très bien, merci Patricia. Voilà, vous avez l'essence même de cette investigation sur effectivement la vie incroyable de Paul Gauguin, qui, avant d'être peintre, a fait tous les métiers du monde, qui a fait des rencontres. Imaginez-vous, rencontrer Van Gogh, vous passez 2 mois à picoler. Ils ont créé même des passages, ils ont vécu des choses très difficiles, jusqu'à aller presque vouloir se mourir ensemble. Bref, c'était 2 compères, ils se sont déchirés même par la suite, hein, au travers de leur peinture. C'était une manière de communiquer. Et puis l'histoire amoureuse de ce garçon.
incroyable cet homme, de cette conscience, en tout cas qui a été livré euh, avec ce regard désabusé des, des, des êtres qui habitaient cette île, incroyable, et puis surtout, je pense, un regard sur l'Occident qui était assez particulier. Donc, bah, écoutez, super investigation. Prenez du recul, regardez ça avec un certain recul. Ne soyez pas vraiment attiré ni refoulé par. Soyez toujours avec beaucoup de recul par rapport à tout ce que le télépathe peut nous rapporter. Et encore une fois, voilà, il faut vraiment voir ça comme un film et puis prendre l'information comme telle. Mais c'est intéressant à vérifier. Merci beaucoup, Patricia, pour vous être prêtée à l'exercice. Et puis, je vous dis à une prochaine investigation sur notre chaîne www.hypnose-enchanté.fr. À bientôt. .fr. Je peux mieux faire. .fr. .fr. À bientôt.